Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Isabelle Payot pour parler de parentalité sans culpabilité. Isabelle Payot est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages et thérapeute familiale. Elle intervient aussi en entreprise sur les questions de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Elle est l'auteure ou la co-auteure de nombreux livres, dont Apprendre autrement avec la pédagogie positive, Je dis enfin stop à la pression, 5 étapes pour se libérer, Keep calme et réussis tes examens, et plus récemment, J'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien, publié aux éditions Erol. Isabelle dirige aussi la Fabrique à Bonheur, dont la mission est de réenchanter la vie de l'école au travail. Alors bonjour Isabelle et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci de ton invitation. Alors, ça me fait un grand plaisir de te retrouver. C'est vrai qu'avec toute la situation du Covid et tout ça, j'ai pas pu aller en France depuis quelque temps, ou quand j'y suis allée, je me suis concentrée sur la famille et un peu moins sur aller rencontrer les belles personnes de mon réseau qui font du bon travail en France. Donc, ce podcast est pour moi une super excuse de tisser du lien et d'échanger avec toi. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on zoome particulièrement sur ton dernier livre, J'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien parce que c'est vrai que mon podcast, Wake Up, Rise Up and Shine, c'est le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Et de nombreuses auditrices de ce podcast sont parents. Et donc, je trouve que c'était intéressant d'apporter ce sujet et de te faire venir au micro pour peut-être nous donner des petits conseils, des recommandations, de l'inspiration pour qu'on puisse réussir à être le parent qu'on a envie d'être pour nos enfants. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est que moi, je suis sur une fin de parcours de maman en termes d'éducation. On reste maman à vie, on reste parent à vie, bien évidemment, mais notre mission, notre rôle éducatif, à un moment, il s'arrête. Et moi, j'ai des jeunes adultes à la maison, dont l'aîné vient de se marier d'ailleurs, et j'avais envie de faire un zoom là-dessus, parce que je reçois aussi en consultation de nombreux parents qui se questionnent, qui se sentent coupables, qui pensent qu'ils ne font pas bien, etc. Et moi, j'ai réalisé qu'en fait, la fonction éducative, c'est un investissement à long terme. Si on regarde les résultats au quotidien, on risque de ne pas être satisfait. Et puis, si on regarde ça sur le long terme, comme je viens de le faire, là, je viens de faire mon bilan en quelque sorte de maman avec ce livre, eh bien, on se dit qu'on n'a pas fait trop de bêtises. Donc, j'ai eu envie de témoigner de ça, témoigner de mon parcours d'abord, et puis d'amener aux parents
toutes les dernières approches que moi, je ne connaissais pas. Quand les enfants étaient petits, on ne parlait pas tellement de neurosciences dans l'éducation, on ne parlait pas de réflexes archaïques, on ne parlait pas de communication bienveillante, tout ça. Enfin, on en parlait peu en tout cas. Et moi, j'avais vraiment envie de partager ça avec ces parents qui sont les parents de mes petits patients ou qui sont mes patients eux-mêmes, qui se posent des questions, et de faire un panorama de la vie de parents, en quelque sorte. Mmh, super, super. Alors, bien évidemment, j'ai plein de questions à te poser pour que tu puisses nous livrer quelques éléments. Évidemment, pas l'intégralité. Les personnes, on va les inviter à lire le livre, mais quelques éléments que tu as choisi de partager dans ce livre. J'ai envie de commencer par ce que tu nous as dit là tout à l'heure. Tu dis que tu vois des parents défiler dans ton cabinet. Quelles sont, selon toi, les plus grandes inquiétudes des parents aujourd'hui, au regard de ce que tu entends et de ce que tu observes autour de toi? Je pense que la grande peur des parents, c'est l'idée qu'ils vont mal faire et ils vont gâcher leur enfant, qu'ils vont l'abîmer. Et dans des petites choses du quotidien, c'est-à-dire que voilà, s'il refuse quelque chose et que l'enfant se roule par terre et pleure, et voilà, ses émotions débordent, est-ce qu'on ne va pas en faire quelqu'un de colérique bon. Il se pose énormément de questions, vraiment énormément de questions. Souvent, on me demande, est-ce que vous ne pensiez pas qu'avant, c'était plus simple l'éducation, on ne se posait pas de questions, bing, on élevait les enfants et ça allait mieux. Ce à quoi je réponds qu'en fait, ça fait quand même, voilà, ceux qui ont une enfance avec une éducation de ce genre-là sont assez endommagés et viennent pleurer aussi dans mon cabinet en parlant de leur enfance alors qu'ils ont plus de 60 ans. Donc ce n'était pas une éducation qui était si joyeuse que ça. Mais en tout cas, les parents se posaient moins de questions, c'est sûr. Pourquoi? Parce que la société aujourd'hui, elle est assez anxiogène. On a peur que nos enfants ne trouvent pas de travail, qu'ils ne réussissent pas leurs études. On est très axé sur une réussite matérielle quand même. Et ces parents-là, souvent, moi, je les aide à déculpabiliser, à se rendre compte que ce qu'ils font, c'est déjà bien et que tout n'est pas parfait. La famille idéale, ça n'existe pas. Les relations idéales, ça n'existe pas. Les moments où on craque, ça nous est tous arrivé. Donc, de se remettre dans la réalité du métier de parent et de réaliser que, bien évidemment, comme je le dis, on n'a pas de mode d'emploi au départ et il va falloir improviser, mais pas improviser n'importe comment, bien sûr. Euh, non, c'est vraiment très, très vrai ce que tu dis. On pourrait faire un peu raccourci et se dire c'était plus facile avant. Et en même temps, comme tu le dis, oui, sauf qu'avant, il y a quand même eu peut-être qu'il y avait moins de respect de l'enfant, peut-être qu'il y a moins de connaissances. Comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles connaissances sur la psychologie de l'enfant, sur les réflexes archaïques. On comprend mieux les étapes et le développement de l'enfant, la psychologie de l'enfant s'est beaucoup développée. Et donc, du coup, peut-être que d'un côté, aujourd'hui, on a plus de connaissances sur comment éduquer son enfant, mais ça peut aussi générer plus de pression pour les parents de se dire, ah ben maintenant, je ne serai jamais à la hauteur, en fait. J'arriverai jamais à suivre toutes ces recommandations. Et donc, du coup, si je ne suis pas une de ces recommandations, ça veut dire que je suis en train, comme tu dis tout à l'heure, de gâcher mon enfant ou d'abîmer mon enfant, ou je suis en train de faire quelque chose de mal pour mon enfant. C'est ça? Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pression de la réussite dans tous les domaines. Du coup, c'est dans le domaine du travail. Je le vois aussi. Moi, je reçois beaucoup d'adultes voilà, qui sont en difficulté au travail. Donc, il y a une pression générale de réussite. Et on s'accorde très, très peu le droit de mal faire. Il faut que tout soit parfait. Donc, on a des papas parfaits, des mamans parfaites. Mais bon, la vraie vie, ce n'est pas celle-là. Et nos enfants, eux, ils ont besoin d'authenticité, de sincérité. Ils ont surtout besoin de présence. Et ce que les parents doivent comprendre, c'est que pour nos enfants, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment, ils nous aiment inconditionnellement. Et nous, parfois, en tant que parents, l'inverse n'est pas toujours vrai parce que on se juge mal et puis on voudrait que notre enfant soit mieux que ce qu'il est. Or, l'enfant qui nous est donné, on ne le connaît pas au départ. On ne sait pas si ça va être un bébé qui va faire ses nuits tout de suite ou bien si c'est un petit enfant qui a besoin d'être beaucoup plus rassuré, donc il va pleurer un peu plus, etc. Donc on ne sait pas grand-chose. L'idée, c'est d'essayer de ne pas trop
attendre, de ne pas avoir des attentes et des idéaux qui sont trop élevés, et de manière à vraiment accueillir l'enfant qui arrive, celui qui arrive, et pas un autre que j'avais imaginé dans ma tête et qui était franchement mieux, ou quelque chose comme ça. Tu vois. Donc, cette pression-là, oui, on a tendance à se la mettre, et d'autant plus aujourd'hui. On est dans une société de la performance, et du coup, ça touche tous les secteurs. C'est vrai que moi, j'ai remarqué en tant que maman, j'ai 3 enfants aussi, que parfois, je pouvais être inquiète pour mon enfant, ou je pouvais un peu avoir envie de lui secouer les puces, ou de lui mettre un peu la pression pour ses devoirs, ou pour ranger sa chambre, ou pour, je ne sais pas, toutes ces choses qu'on se dit qu'il faut qu'un enfant fasse pour être un enfant bien élevé. Et donc, je mettais la pression sur mon enfant, et il y avait un espèce de stress qui se dirigeait vers mon enfant, entre mon enfant et moi. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps qu'en fait, le vrai problème dans ce moment-là, c'était pas tant que la chambre n'était pas rangée, ou c'était pas tant que mon enfant n'avait pas pris sa douche, c'était que dans le fond, je m'interrogeais sur est-ce que je suis un bon parent? Oui, 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 absolument. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va râler il y a des parents qui me disent, mais je répète 15 fois la même chose. Je dis, mais attendez, 15 fois, c'est pas beaucoup, parce que vous allez répéter plus de 100 fois les mêmes choses. L'éducation, c'est de la répétition. Donc, si vous n'êtes pas OK avec le job, c'est un peu trop tard, il fallait choisir avant. Mais sachez que vous allez répéter beaucoup, c'est normal. Et puis, quand on râle sur la douche pas faite, etc., effectivement, on est en train de challenger notre rôle en disant est-ce que je suis un bon parent, est-ce que je ne suis pas un bon parent. Donc, si je dis va prendre ta douche et que mon enfant y va tout de suite, c'est très, très, très gratifiant, très narcissisant. Mais s'il me résiste, là, c'est un peu plus difficile. Donc, du coup, derrière ça, il y a souvent des émotions qui sont nos émotions, pas celles de l'enfant, qui sont notre peur de mal faire. C'est souvent lié à des peurs, ou aussi à des envies de réparation de notre propre histoire. Donc, c'est pour ça que dans ce livre, j'ai voulu aussi expliquer aux parents qu'il fallait impérativement aller regarder de leur côté et d'aller réparer l'histoire, ou bien comprendre ce qui leur était arrivé, pour éviter les projections. Notre enfant ne vient pas pour réparer notre histoire. Il ne vient pas non plus pour faire ce que nous, on n'a pas fait, etc. Donc, il vient pour sa vie à lui. Et c'est chouette s'il fait des choses qui vont vous faire plaisir, mais il n'est pas là pour... c'est pas un deuxième essai pour vous, en quelque sorte. Ouais. Donc il est là avec ce qu'il est, avec ses compétences, avec ses qualités, avec toute sa personnalité. Et le challenge, c'est de vraiment le regarder, et de se regarder, et souvent de se dire, moi je me dis, quand je vois mes enfants, même quand ils étaient petits, je me disais, purée, qu'est-ce que j'ai de la chance, ils sont chouettes. Moi, j'aimais bien les regarder, et même encore maintenant, moi je disais à mon mari, on n'a pas déconné, quoi. C'est vraiment, finalement, ils sont bien, ils sont construits, ils sont structurés, donc c'est maintenant que c'est gratifiant, et je me dis, c'est aussi grâce à eux, c'est pas seulement grâce à nous. Ouais. Donc, c'est une relation. Donc, on s'est co-construit, on a co-construit la parentalité, etc. Ouais. Je trouve ça très chouette à regarder maintenant. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien que les parents puissent se dire, OK, aujourd'hui, j'en peux plus. Ma journée s'est très mal passée, ça a été horrible. Ils ont mis la maison sans dessus-dessous, il y a eu des choses plus compliquées. Mais je garde confiance dans le fait qu'au bout du compte, ça va aller. Ouais, il y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Une chose auquel moi je pense souvent en tant que parent, c'est que je me rappelle que ce sont mes enfants, mais ils ne m'appartiennent pas quelque part. Donc, ce sont mes enfants parce qu'ils sont nés de moi, et j'ai un rôle envers eux. Je suis leur mère, mais ils ne sont pas miens. C'est leur vie, en fait. Et ça, pour moi, je trouve ça très intéressant de me rappeler ça, de me dire, je suis là pour les accompagner sur leur vie, et eux contribuent à la mienne, bien évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire quand je dis que c'est leur vie, et que du coup, en effet, ils n'ont pas à servir ma vie, et en étant des bons enfants, ils font de moi un bon parent. Non, c'est pas ça le schéma, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, absolument. Nous, on est là pour les accompagner sur le début de leur route.
Donc, c'est pour ça que je disais qu'à un moment, notre métier de parent, il s'arrête en termes éducatifs parce qu'ils vont être grands, etc. Et donc, à ce moment-là, ils vont être autonomes, ils vont se débrouiller tout seuls. Après, on restera toujours leurs parents, ce sera toujours nos enfants, mais ça va être nos enfants adultes. Donc, on n'aura plus de lien hiérarchique avec eux. On ne pourra pas juste leur dire range ta chambre s'ils ont 35 ans, tu vois, ça ne marche plus. Non. Logiquement, ça ne marche plus. Hein. Donc, donc, en fait, il faut pouvoir, ce terrain-là du démarrage, c'est aussi l'occasion de créer un lien qui va être un joli lien qui va durer toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Moi, je dis toujours que j'espère que voilà, le jour de ma mort, mes enfants seront autour de moi et qu'on se dira qu'on a passé un chouette moment ensemble, hein, que c'était vraiment bien. Ils seront certainement tristes et moi aussi de les quitter, voilà. Mais au moins, on fera un bilan qui sera très positif. On aura gardé des liens. Or, je vois que dans des familles, les liens sont cassés parce que il y a eu une éducation trop rigide, trop exigeante, trop de projections, des attentes démesurées. Et les enfants ont été étouffés dans ce qu'ils étaient. Et ensuite, ils coupent les liens avec leurs parents parce qu'ils n'en peuvent plus. Ces liens sont des liens qui sont des liens toxiques. Donc moi, vraiment, j'ai à cœur que les relations dans la famille, elles soient harmonieuses et sans que ce soit tous les jours la fête, hein, sans que ce soit parfait et idéal, mais au bout du compte, qu'on puisse sentir qu'on développe de jolis liens, qu'on s'aime sans trop attendre de l'autre qui vienne compenser ce qui me manque, etc. Que ce soit sur des bonnes bases, parce que ça fait des enfants qui sont sains, épanouis, qui deviennent des adultes autonomes, qui ont envie de contribuer au monde de façon saine aussi. Donc voilà, nous, on les aide à devenir des adultes responsables. Donc, on a cette responsabilité-là. Tu as raison, ils ne nous appartiennent pas. Ils vont partir et ça arrive plus vite qu'on ne le croit d'ailleurs. On file et on se dit waouh, d'essayer déjà 25 ans de passé, j'y crois pas. Mais en même temps, après, on a une relation qui est chouette, quoi, quand on a nourri tout ça. Alors, il a envie de revenir. Ouais. Il y a deux choses que ça m'évoque, encore une fois, ce que tu dis. Un, c'est que moi, j'observe souvent. Donc, moi, je suis quelques années derrière toi, mais pas bien loin. Donc, j'ai quelques-uns de mes enfants qui commencent à être étudiants et d'autres qui sont encore à la maison. J'observe à quel point j'ai tendance à vouloir les contrôler. Et que parfois, c'est surtout ça que je cherche plus que tout. C'est marrant, c'est formidable que je puisse le voir. Hein. C'est très bien. Et de me dire, je sais pas, ça me rassure de savoir que je peux les contrôler. Et pourquoi est-ce que je veux les contrôler? Parce que quelque part, je suis inquiète qu'ils fassent quelque chose de mal, qu'ils se mettent en danger ou quoi que ce soit. Mais j'observe ces moments où j'ai envie de savoir où ils sont, où j'ai envie qu'ils me disent quand est-ce qu'ils rentrent. Et en fait, c'est plus un besoin de contrôle qui est lié à ma peur et à mes inquiétudes. Enfin, c'est pas vraiment lié à leur bien-être directement. Je sais pas comment dire. Ça me rassure de savoir que je peux encore les contrôler. Et donc, le contrôle, il calme ton anxiété, et ça calme notre anxiété de base, qui est que quand on fait un enfant, on devient fragile, on est vulnérable, parce que tout d'un coup, on a absolument peur qu'il se passe quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose. Ça, c'est notre peur fondamentale. Et donc, on va vouloir à tout prix, comme tu dis, contrôler, etc. Alors, quand ils sont petits, c'est normal, puis quand ils grandissent, il faut quand même lâcher un peu, et puis les laisser faire leur expérience. Et si on a mis les bonnes bases au départ, des bases de confiance, d'autonomie, etc., on sait qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ça ne va pas être possible parce qu'en fait, ils viendront te dire, tu vois, là, je me suis mis dans une situation pas terrible, etc. Donc, ils auront confiance pour t'en parler si tu ne les juges pas. Donc, et le mot que tu répètes depuis tout à l'heure énormément et que je t'ai entendu dire plusieurs fois, et pour moi, c'est vraiment un mot super important, c'est le mot lien. C'est le mot préserver le lien. OK, mon enfant a des mauvaises notes à l'école. OK, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Je vais l'accompagner, je vais l'aider, je suis inquiet pour son avenir. Il y a des parts de moi qui ont peur de qu'est-ce qui va se passer s'il n'a pas son bac, s'il ne fait pas des études, si je ne sais pas quoi, et du coup, peut-être il n'y aura pas de travail. Donc, j'ai toutes ces peurs, OK? Mais en même temps, je ne peux pas, de toutes les façons, je ne pourrais pas le forcer à avoir des bonnes notes. Et si je cherche à le forcer, je vais casser le lien.
Et s'il n'y a plus le lien, eh ben, c'est ce lien, en fait, qui pour moi est le plus rassurant. Oui, c'est un lien qu'on doit à la fois couper dès le départ, hein, c'est le cordon ombilical qu'on coupe dès le début et donc l'enfant se détache de nous dès le premier instant. Et ce cordon-là, on va le remplacer par un joli lien, un lien d'attachement, un lien d'affection, où on va lui envoyer le fait que, OK, pour le moment, ça ne marche pas à l'école, effectivement, il a des mauvaises notes, mais nous, dans le fond, on a une confiance absolue en lui. On va trouver avec lui, main dans la main, des solutions. Il va trouver des solutions pour que ça aille. Donc, on ne peut pas s'attacher juste. Souvent, je dis aux parents, vous savez, le jour du mariage de votre enfant, quand vous ferez le discours, vous n'allez pas lui dire, tu te souviens, en CE2, là, ton 8 sur 20 en maths, tu nous as bien pourri l'année, etc. Ben, on a oublié tout ça, ça s'efface complètement. Hein. Ce qui est très important aujourd'hui devient complètement anodin quelques temps après. Donc, il faut vraiment mettre le focus sur des sujets qui en valent la peine et pas pourrir les enfants et leur renvoyer toujours qu'ils sont insatisfaisants. Parce que nos enfants, parfois, ils ont tendance à confondre les sentiments et la relation. Donc, si ma relation est très mauvaise avec mes enfants, je peux toujours leur dire que je les aime. Eux, ils vont avoir du mal à le penser, même si c'est vrai dans le fond. Je les aime infiniment, mais ma relation est mauvaise. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui me disent ça, mes parents ne m'aiment pas. Et je dis, bah, je crois que tu te trompes. Peut-être qu'ils ont du mal à te supporter actuellement, parce que ton comportement, etc., ne va pas. Mais sur leur amour, je suis presque certaine que oui, ils t'aiment infiniment. Donc, il y a vraiment à faire cette différence-là. Et puis, à se dire à chaque fois, est-ce que c'est si important que ça? Et si c'est important à quel niveau? Si mon enfant a des mauvaises notes, pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est ma peur? Est-ce que j'ai déjà vécu ça à l'école et j'ai du mal à le penser et c'est douloureux, ça réveille en moi des douleurs? Est-ce que dans les dîners en ville, je me sens mal de... Tous les autres disent que le bulletin scolaire de leur enfant est formidable et pas le mien, donc j'ose pas parler, j'ai un peu honte. Est-ce que c'est une question d'image, etc. Donc il faut vraiment s'interroger plutôt que de blâmer directement. Donc, il y a vraiment ce lien-là, il doit être entretenu, il est un peu fragile et donc il faut qu'il se solidifie au fil des années en montrant vraiment que nous, en tant que parents, on est des soutiens inconditionnels. Inconditionnels. Et ça ne veut pas dire ne rien dire quand ils font des bêtises, hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Il faut cadrer, il faut avoir de la fermeté aussi, hein. Et puis réparer les bêtises, etc., les laisser réparer les bêtises. Mais à côté de ça, il faut qu'ils puissent sentir que sur la question de l'amour, là, il n'y a pas de sujet. L'amour est toujours là, sera toujours là, et l'amour ne va pas diminuer. Si mon enfant est décevant, eh ben, voilà, ma réserve d'amour ne va pas diminuer en disant tu m'as vraiment déçu, hop, 10% de moins d'amour dans ma besace, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a vraiment, les enfants, ils ont besoin de sentir qu'on les aime inconditionnellement, même quand parfois ils nous cassent les pieds et qui nous déçoivent aussi, ça peut arriver. C'est super agréable de t'entendre, Isabelle, d'entendre ces propos-là. Alors moi, je remarque que notre génération, donc moi, ma génération, donc je suis née en 74, et quand je suis devenue adulte, je suis arrivée sur le marché du travail, je suis devenue jeune femme, hein, donc début années 2000, fin années 90. C'est vrai que le message que j'ai entendu, c'est tu peux tout avoir, hein. Tu peux avoir la famille et tu peux avoir la carrière. Et je crois qu'on était presque parmi les premières générations à qui on a vraiment dit tu peux avoir va décrocher le top du top, monte les échelons, gravis les échelons de ta carrière professionnelle, tu peux aller au top du top, tu peux être présidente, tu peux être ce que tu veux, tu peux être dirigeante, et tu peux avoir la famille aussi. Et en même temps, ça crée une génération de femmes qui ont peut-être parfois l'impression d'être sur tous les fronts,
le front de la carrière, le front de la famille, d'autant plus qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a vraiment toutes ces nouvelles connaissances sur la parentalité, sur la bienveillance. Et donc, en général, il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui écoutent ce podcast, sont des femmes ambitieuses, qui ont envie d'être au top du top dans tous les domaines de leur vie. Et donc, être au top du top au boulot, être du top au top du top à la maison. Ben, à la fin, ça peut générer une situation où les femmes sont en burn-out parce qu'en fait, elles sont tiraillées de tous les côtés. Elles ont cette attente d'être la mère parfaite, d'être la carrière woman, la business woman, et elles ont peut-être constamment cette impression de ne pas être assez. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils ou un message à donner à ces femmes pour qu'elles vivent une vie plus apaisée? Il y a vraiment à voir que l'exigence qui est attendue, l'exigence qui est portée sur les femmes, elle est souvent portée par les femmes. Par les femmes elles-mêmes qui veulent, je sais pas quoi, elles veulent faire la compète, elles veulent prouver un truc là, que je vais réussir sur tous les fronts et voilà, on va pas me prendre en défaut. Donc c'est vrai que la question de la perfection, elle est souvent du côté féminin. Et si on essaye de tout tenir, ça tient pas. Ça tient pas si on est au taquet, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se laisser tranquille de temps en temps et de dire, là, j'ai fait du mieux que je peux au travail. Peut-être que ce n'était pas parfait cette fois-ci, mais ce n'est pas grave, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et sur le terrain de la maternité, c'est pareil. Donc, peut-être qu'un soir, ça sera des bâtonnets Findus avec une purée surgelée et on s'en fiche. Parce que ce n'est pas ça qui compte, que tout soit parfait avec les petits menus, des légumes bio et tout bien beau, etc. C'est quelle est la relation que j'ai avec mes enfants? Est-ce que je rigole avec eux? Est-ce que j'ai du temps où je m'amuse, etc. Quel est ce temps de qualité, ce temps d'échange? Ce n'est pas tellement un temps de quantité, mais c'est un temps de qualité. Donc, du coup, on va pouvoir regarder et se dire à quel moment, peut-être que là, au boulot, je dois mettre un coup de collier terrible et puis ça va être une semaine où je ne vais pas beaucoup voir mes enfants. Et puis, je me rattraperai à un autre moment. Donc, oui, ça c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la notion d'équilibre vie pro, vie perso. Et moi, je dis souvent, cet équilibre, il est rarement équilibré en fait. Ce qui compte, c'est qu'au global, tout aille bien. Mais en effet, il y a des moments où on bosse à fond et on ne voit pas nos enfants. Et il y a d'autres moments où, au contraire, on va prendre le temps d'être avec eux et on va moins bosser. Et c'est OK, puisque les enfants, ce qu'ils voient, c'est une mère épanouie, qui s'éclate dans son travail, donc qui envoie un message qui est bien, parce que c'est toujours mieux que des enfants qui me disent, moi, quand mes parents ils rentrent, ils disent que le boulot, ça les agace, qu'ils en ont marre et tout ça. Donc moi, j'ai pas envie d'aller travailler plus tard, tu vois. Donc s'ils te voient épanoui, s'ils nous voient épanouis et bien dans notre travail, etc., ils vont excuser le fait qu'on n'est pas toujours disponible. Et puis, moi, il y a un truc je me souviens que j'avais fait ça avec ma fille la plus jeune, je voyais qu'elle en avait un peu marre à l'école, c'était un peu difficile en CM2. Et donc, je vais avouer, voilà, sur l'antenne aujourd'hui, maintenant qu'il y a prescription, que je lui ai fait faire l'école buissonnière. Donc, on est allé, il y a un jour, j'ai dit, demain, on ne va pas à l'école, je vais appeler pour dire que tu as une gastro. C'est un petit mensonge, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va aller se promener toutes les deux. Qu'est-ce que tu voudrais aller voir? Alors, donc, on est allé à Paris. Elle voulait aller au musée Picasso. Donc, on est allé se balader. Mais c'est une journée qui restera gravée à vie. C'est un 8 avril. J'ai encore ça dans le cœur. Et elle aussi. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir faire l'école buissonnière ou poser un jour. C'est ça. C'est pas tellement l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un équilibre énergétique. Où est mon énergie? Où est-ce que j'ai envie que soit mon énergie à ce moment-là? Et puis, par moments, j'ai envie qu'elle soit pleinement dans la famille. À d'autres moments, c'est sur le boulot. Mais il faut que j'alterne ces moments-là. Si je veux tout tenir d'un coup, je suis en grand écart facial et ça fait un peu mal, tu vois. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Donc, c'est vraiment sentir aussi dans son corps. Est-ce que c'est OK? Est-ce que là, je travaille beaucoup, mais je suis vraiment satisfaite parce que j'ai réussi à mettre en place tout ce que je voulais mettre en place? Est-ce que j'ai eu assez de temps? Tu vois, par exemple, nous, on a réuni tous nos enfants et leurs chéris, du coup, la semaine dernière pour un week-end au bord de la mer.
ben voilà, c'est 2 jours précieux voilà, avec un goût de sucre d'orge, vraiment. Donc, c'est se créer des petites capsules comme ça, et des petits moments dans un rythme qui est souvent un rythme trop rapide. Donc, c'est possible de garder cet équilibre-là, si tant est que je ne veux pas être parfaite sur tous les fronts. Voilà. Voilà, Alors, des enfants qui vont être tout beaux, tout propres, avec des jolis vêtements bien repassés, que j'aurais moi-même repassés, etc. Alors Donc, justement, j'avais envie de raconter une anecdote par rapport à ça. oui, Quand je préparais le podcast et les questions et je réfléchissais à la parentalité et tout ça, je me disais, pour moi, j'ai commencé à être bien plus satisfaite dans mon rôle de parent à partir du moment où je me suis donné la permission de choisir mes batailles et d'être créative pour trouver des solutions, notamment quand il y avait des choses qui créaient des irritants. Parce que bon, moi, je suis connue pour avoir écrit le livre J'arrête de râler, donc j'ai beaucoup réfléchi à quels sont tous les endroits où je râlais. Et parfois, je me suis dit, OK, donc ça, c'est par exemple tous les matins au départ à l'école, mes enfants ne sont pas habillés, et tous les matins, c'est la crise au petit déjeuner. OK, donc là, je râle, je râle, je râle. Donc, comme je veux arrêter de râler, comment je fais? Et donc là, je me suis dit, OK, faut que je choisisse mes batailles. Il faut que je sois créative dans les solutions. Souvent, je remarque qu'en tant que parent, on s'autorise pas assez d'imagination dans la manière de fonctionner dans nos foyers. oui, bien Euh, et sûr. donc, et donc, moi, par exemple, pour raconter une petite anecdote qui fait toujours marrer les personnes quand je raconte, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, tous les matins, j'arrive pas à habiller mes enfants qui sont en bas âge, vous savez, quand ils ont 4 ans, 3 ans, 2 ans, et que c'est l'horreur de les habiller. Tous les matins, c'est la crise, j'arrive pas à prendre mon petit-déj, personne n'est prêt quand il faut partir. Et ben du coup, ce que je faisais, c'est que le soir, quand ils prenaient leur bain, après, je les habillais avec leurs habits du lendemain. Et, et ils se couchaient avec leurs habits du lendemain. Alors par contre, il fallait que je baisse mes attentes parce que du coup, mes enfants allaient à l'école tous les jours en legging parce que j'allais pas les coucher avec une jupe plissée. Je suis pas folle non plus. Donc il fallait que je baisse mes attentes au niveau du standing, enfin de voilà de leur look et que je sois peut-être créative pour trouver voilà. Mais ça aussi, ça c'est intéressant aussi de voir à quel point en tant que parent on s'attache tellement à leur look. C'est un peu le côté mon enfant m'appartient et il représente ma vitrine. Hein. Faut qu'il soit bien Exactement. habillé. S'il est beau, je suis belle. Il y a un peu ce côté-là. Donc ça c'est intéressant d'observer. Mais donc voilà, j'ai dû lâcher mes attentes sur le fait de comment ils allaient s'habiller. Ils allaient à l'école en legging et en t-shirt. Et du coup, le soir après le bain, ils se mettaient en legging et en t-shirt et le matin, ils étaient habillés. Et ça, je trouve le plus important dans tout ça, c'est pas tant de les auditeurs peuvent bien évidemment me piquer mon idée, mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'est la vraie idée, c'est d'être créative. Oui, moi je pense qu'on a tous cette créativité au fond de nous, et cette créativité-là, elle est souvent liée à l'enfance, à l'enfant intérieur. Et donc, dès qu'on devient parent, voilà, ce que j'écris dans le livre aussi, c'est qu'on devient parent, donc du coup on devient sérieux, et au final on devient chiant quand même. Hein. Et donc, on est pénible et on s'entend devenir pénible, on s'écoute et on dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je dis des choses comme ça? Et ça devient très, très pénible, très ennuyeux. Et donc, l'idée, c'est quand même, on peut être sérieux, responsable et en même temps joyeux et léger. Donc, ce que tu viens de livrer, là, de dire on les habille, on les couche, moi, je trouve ça génial. Donc, et puis, hop, voilà, les enfants sont prêts directement. Donc, je trouve ça super. Et des idées comme ça, on peut en avoir plein pour baisser le stress de certaines situations. Moi, je dis aux parents, essayez d'arrêter le matin de dire dépêche-toi, on va être en retard, dépêche-toi, on va être en retard. Juste arrêtez de dire cette phrase et chronométrez-vous, voyez à quel moment vous arrivez à l'école. Et bien, ils arrivent à l'école à la même heure, hein, donc c'est-à-dire à l'heure en général. Sauf qu'ils ont arrêté de le répéter, ça a arrêté de les stresser et ça arrête de stresser les enfants. Parce que ce n'est pas quand on répète ça que les enfants vont aller plus vite. Hein. Il n'y en a aucun qui va aller plus vite. Ça va juste rajouter de l'agacement et de l'énervement dans la maison. Donc, il y a plein de choses où on peut essayer et en allant chercher aussi cette créativité, cette joie intérieure qu'on doit pouvoir cultiver, qui peut être présente. Parce que moi, je trouve ça... voilà, je trouve que c'est plus chouette. Nos enfants, ils ont aussi besoin de parents qui sont joyeux pour qu'eux deviennent heureux. Oui, j'ai enregistré un épisode avec Thomas Danzambourg qui porte beaucoup ce sujet et notamment j'aime beaucoup comment il le formule. Il dit, est-ce que votre manière d'être adulte donne envie à vos enfants de devenir adultes?
Exactement. Et quand j'ai entendu ça, je me suis pris une claque dans la figure, quoi. Je me dis, ah oui, d'accord, parce qu'en effet, si je suis constamment en train de pester après tout le monde dans la maison, si je râle sur le boulot, si je suis crevée tous les soirs quand je me couche, épuisée, éreintée, en ayant l'impression d'avoir passé une journée pourrie, euh, est-ce que je donne envie à mes enfants d'être adultes? Je Ah crois oui, pas. Et du coup, ça nous amène à se dire, OK, alors qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que ça donne envie à mes enfants d'être adultes? Et là, tout d'un coup, on se dit, bah, faut que je m'amuse un peu plus. oui, Faut que je absolument. fasse un peu plus ce que j'ai envie. Faut peut-être que Mhm. je fasse un petit peu plus de place dans ma vie pour les choses qui me mettent en joie. Et ces choses peuvent être des choses qui sont avec mes enfants, mais aussi des choses sans mes enfants. Peut-être que de temps en temps, il faut que je m'accorde la permission de partir en week-end avec des copines. Mhm. Voilà, et ça, je trouve que ça ouvre toute une porte et tout un horizon de tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma vie pour donner envie à mes enfants de devenir adultes. Oui, la question, elle est, quand on est parent, on a aussi beaucoup cette abnégation de dire on va faire passer nos enfants avant nous, etc. Mais on sait bien que ce n'est pas une bonne chose parce que si je fais passer toujours mes enfants avant moi, que je ne prends pas soin de moi, je vais m'épuiser. Je vais leur en vouloir en plus, alors je vais râler après eux comme s'ils étaient responsables de mon insatisfaction, etc. Et ça ne va pas contribuer à une ambiance qui va être bonne, ça va rajouter de la tension à l'intérieur de moi. Donc, il y a vraiment à prendre soin de soi. On le dit souvent, c'est toujours la même chose de dire dans un avion, on va d'abord mettre son masque sur son nez avant de mettre le masque à oxygène sur le nez de son enfant. Eh bien, voilà, il faut aller s'oxygéner régulièrement. Il faut quand on le peut, alors si on est deux, ben, on peut se passer le relais. Si on est tout seul, en famille monoparentale, on peut essayer de trouver des amis ou de la famille qui peuvent nous décharger. On n'est pas obligé de prouver. Ben, moi, je vois beaucoup de parents qui sont voilà, qui élèvent seuls leurs enfants et qui ont besoin de prouver qu'ils sont des bons parents justement parce qu'ils sont seuls. Eh ben non, un bon parent, c'est aussi un parent qui reconnaît qu'il n'en peut plus et qui va taper à la porte du voisin en disant, ben voilà, est-ce que je peux vous confier mon enfant? Est-ce que je peux te confier Ouais, mon enfant un petit peu pour que j'aille souffler? j'avais, j'avais organisé, moi, quand mes enfants étaient petits, ce que j'appelais une babysitting co-op. Ouais. Et donc, tous les vendredis, on faisait une rotation avec 4 familles et tous les enfants allaient dans une famille le vendredi soir. Et c'était de bonne heure, hein. Je crois que c'était de 5h30 à 9h ou de 6 à 9, je crois que c'était. Donc, c'était pas très tard. Et c'était le soir, les parents qui s'occupaient des enfants, hein, quand c'était notre tour de s'occuper de tous les enfants qui arrivaient, on en avait 8 qui débarquaient chez nous, c'était pizza et film. Et on disait aux parents, les autres jours de la semaine, vous élevez vos enfants avec des brocolis et des belles histoires. Le vendredi, c'est pizza et film, on est d'accord, et du coup, on gardait tous les enfants et ça permettait aux parents d'avoir du temps pour eux et du coup, ça coûtait pas d'argent. Les enfants étaient ravis, ils étaient en pyjama à manger des pizzas et à regarder les dessins animés. Et voilà, et ça, c'était vraiment une manière créative, encore une fois de plus, de se dire, Ouais. la parentalité, ça ne veut pas forcément dire se sacrifier. Non, non, ça peut être très joyeux. Et en plus, quand on prend d'autres enfants à la maison, eh ben, ça se passe beaucoup mieux parce qu'ils se débrouillent entre eux, ils s'amusent et on est beaucoup moins sur le pont, en fait, euh, Mhm. que quand c'est juste les nôtres qui viennent nous solliciter en disant on fait quoi, qu'est-ce qu'on mange, etc. Là, en fait, ils sont beaucoup plus, voilà, ils sont Ouais. entre eux, ils s'amusent et je trouve que c'est plus facile, en fait. Ouais, ça me rappelle qu'avec une de mes amies, on traînait beaucoup quand les enfants étaient petits chez l'une et chez l'autre, et jusqu'après le dîner, on donnait les bains et on faisait le dîner des enfants. Et après, je les mettais dans la voiture, les enfants s'endormaient et je rentrais dîner avec mon mari à la maison. Oui, Mais en oui. effet, ça nous aidait beaucoup, beaucoup d'être ensemble et que les enfants soient ensemble. On arrivait beaucoup mieux à gérer. Ah, mais moi, je crois beaucoup au travail collaboratif hein, et donc même à la parentalité collaborative, Ouais. c'est-à-dire de vraiment de se soutenir parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent coupables parce qu'ils disent chez nous ça se passe pas bien, c'est tendu, etc. Et ils pensent qu'il n'y a que chez eux que c'est comme ça. Et je dis, mais si vous étiez une petite souris et que vous aviez la possibilité de voir chez le voisin, je vous garantis que c'est la même chose. Hein. Donc, Mm. il faut vraiment qu'on enlève la culpabilité des parents qui n'en peuvent plus, qui craquent, etc. Et qu'ils arrêtent de dire oh, c'est merveilleux, être parent, c'est toujours merveilleux, les enfants sont si adorables, etc. C'est pas vrai tous les jours, cette chose-là. Donc, il faut arrêter de s'en persuader. Il y a des jours où c'est effectivement super, et il y a d'autres jours où c'est l'enfer sur terre, parce qu'on est Mm. épuisé. Mais au Mm. bout du compte, quand on fera le bilan,
au bout du compte, c'est génial. C'est vraiment, on pourra se dire, ben, bravo, on a été bon sur ce coup-là, on les a accompagnés, on voit qu'ils ont des belles valeurs, etc. Alors justement, j'avais une question par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure que ce qui était important, on a parlé, hein, la thématique de choisir ses batailles, Oui, l'importance de préserver le lien. oui, Un message que tu nous transmets beaucoup dans ce livre, c'est de prendre un peu de hauteur et de se dire, oui, il y a les soucis du quotidien, il y a le 8 en maths, il y a la chambre qui n'est pas rangée, donc il y a les petites choses et les irritants du quotidien. Mais il y a aussi, quand on prend la hauteur, de se dire ce qui est vraiment important au niveau de la relation et au niveau de comment je relirai tout ça quand mes enfants seront mariés et que je préparerai le discours du mariage, comme tu disais tout à l'heure. Quelles sont, selon toi, les fondations à préserver? On a parlé de l'importance du lien. Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes sur lesquelles vraiment peut-être mettre notre attention plus que sur les détails? Tu vois ce que je veux dire? oui, l'attention, c'est vraiment de voir, d'envoyer à notre enfant l'amour dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es une des choses les plus importantes sur Terre pour moi. Voilà. Je pense que un enfant qui se sent aimé inconditionnellement, ça, c'est une information qui va lui permettre d'avoir des fondations très solides. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est de l'aider très tôt à gagner de l'autonomie. Si les enfants sont dépendants de nous pour plein de choses et qu'on dit non, non, laisse, je vais faire à ta place, tu sais pas faire, c'est pas assez bien, etc., ça n'aide pas à gagner en confiance en soi. Donc, il faut impérativement, même si vos enfants font moins bien que vous, ils font plus lentement, etc., mais il faut vraiment leur donner des petites responsabilités très, très tôt pour que l'autonomie grandisse et que du coup, leur confiance grandisse. Et nous, on va leur envoyer des waouh, génial, tu as réussi à faire ça, c'est super. Donc, on va les encourager. Donc, l'estime d'eux-mêmes va grandir aussi. Donc, moi, je dirais que c'est ce cocktail d'amour et de confiance qui fait que ça donne des fondations solides. Après, même s'ils se trompent ou ils ont un échec, etc., ça ne va pas les anéantir. Ils vont avoir quelque chose qui est suffisamment, voilà, qui est en béton, quoi. Ça ne bougera pas. C'est solide, solide. Mhm. Quelque chose qui était important pour moi quand j'ai fait le challenge J'arrête de râler, et j'ai aussi écrit le livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint avec Florence Leroy, qui s'avère être ma sœur aînée. On parlait de l'importance de, quand on est en relation, quand on cherche à résoudre un problème avec notre enfant, une situation problématique, encore une fois, la mauvaise note, la chambre pas rangée, une histoire d'hygiène ou, voilà, ou un problème de comportement. Euh, de, Plutôt que d'adresser ça en mettant notre enfant comme étant la source du problème, d'accord? Oui. Il y a un problème, tu es la source du problème et donc il faut que tu changes. De plutôt l'envisager en se disant, je vais aller vers mon enfant et je vais positionner la situation pour qu'il fasse partie de la solution. Absolument. Tu n'es pas la source de problème, tu n'es pas la source du problème, il y a une situation problématique. Maintenant, comment est-ce que tu peux être la source de la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelles seraient tes idées? Et là, ça permet de nourrir ce que tu disais tout à l'heure, qui est cet amour inconditionnel. Donc, tu n'es pas la source du problème, tu fais partie de la solution, ça change tout. Oui, absolument. Et puis surtout, ils sont super créatifs. Souvent, on Mhm. dit, ah ben voilà, regarde ce que tu as fait, comment on va faire. Mais bien des fois, moi, je demande aux petits patients, je dis, mais tu as une idée pour arranger ça? Elle dit, bah oui, je pense à ça. Et souvent, c'est tellement génial. Je me dis, mais pourquoi on cherche des solutions constamment dans notre tête alors qu'on pourrait demander aux enfants de dire, bah voilà, tu as fait telle bêtise, comment tu pourrais réparer? Alors déjà, tu vas nettoyer, puis bon, voilà, des choses comme ça, mais de leur laisser la responsabilité aussi. Sinon, ça donne des enfants qu'on déresponsabilise et après, on râle parce qu'ils ne sont pas assez responsables. Donc Ouais. voilà, c'est avant ce recul, on a des injonctions paradoxales. Donc,
faisons en sorte qu'ils soient responsables à la hauteur de leur âge et de leurs possibilités, bien évidemment. Hein. Alors ça, Et puis, c'est quelque chose dont je voulais que tu parles, parce que je crois que c'est oui. quelque chose que tu portes dans ce livre, hein, c'est l'importance de toutes les connaissances que nous avons en neurosciences aujourd'hui. Tu parlais aussi tout à l'heure des réflexes archaïques. Mm. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais dire à l'antenne aujourd'hui par rapport à cette idée d'avoir des attentes vis-à-vis de nos enfants qui sont adaptées à son âge et où il en est dans son développement? La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que l'enfant fait des choses intentionnellement pour les embêter. Alors ça, enlevez-vous ça de la tête directement. Un enfant, il fait rien, il est pas venu sur Terre pour nous emmerder, c'est pas son but dans la vie. Il va simplement essayer voilà, d'avoir ses envies qui sont comblées, etc. Et puis, il ne sait pas, ça c'est très important, un enfant ne sait pas gérer ses émotions, puisque les émotions ne se gèrent pas, hein, ce n'est pas un compte en banque. Donc, en fait, il n'a pas encore appris à apprivoiser ses émotions. Donc, son cerveau limbique est très, très immature. Donc, à partir du moment où on sait ça, on ne s'énerve plus quand notre enfant se met à pleurer ou commence à piquer une crise. On dit, bah, c'est normal, c'est lié à l'immaturité de son cerveau. On ne se dit pas, haha, il fait ça pour m'emmerder et c'est contre moi, etc. On ne le prend pas personnellement. Donc ça, partant de là, ça libère tout un tas de situations où on va pouvoir dire, eh bien, écoute, je vois bien que tu es fâché, tu avais envie de faire ça, etc. Moi, je vois que ça ne te fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Donc, de dire j'accueille ton émotion, ça ne va pas changer ma décision, hein, ce n'est pas parce qu'il se roule par terre que tout d'un coup je vais céder, mais de dire je ne nie pas ce qu'il vit, mais je ne le prends pas personnellement. Et ça passe beaucoup plus vite, il y a moins d'irritation, on est moins énervé. Parce Mhm. qu'on ne va pas se dire, parce que souvent les parents, ça leur renvoie une mauvaise image d'eux-mêmes en tant que parents. Or là, pensez bien que votre enfant n'est pas fini, son cerveau va se terminer pleinement à 25 ans. Donc vous imaginez bien que la route, elle va être un petit peu longue sur certains aspects, notamment tout ce qui est organisation, planification, contrôle des émotions, autorégulation, tout ça, c'est pas en place encore. Donc ça, c'est important de le savoir pour se soulager un peu. Et puis, la deuxième chose, c'est cette question des réflexes archaïques qui me semble très importante parce qu'on pense toujours que le développement, c'est une question d'intellect et de tête. Or, c'est aussi le corps, mais pas seulement le corps dans le fait de savoir marcher, aller sur le pot, tenir une cuillère, etc. Il y a des réflexes qui sont des mouvements involontaires qui existent déjà dans le ventre de la maman. Et ces réflexes-là vont nous être utiles toute la vie. Et certains enfants n'arrivent pas à intégrer. Au départ, c'est des mouvements involontaires, puis ça s'intègre. Et il y a des mouvements qui ne vont pas s'intégrer. Et ça va donner des difficultés qui vont apparaître plus tard. Par exemple, il y a un petit garçon qui était venu dans mon cabinet avec ses parents. Les parents me disent, la maîtresse dit que peut-être il a un retard, enfin, il s'isole beaucoup, etc. Bon. Et puis finalement, en discutant avec eux, ils me disent qu'il a été chez une nourrice qui était adorable, qui s'est très très bien occupée de lui, mais qui le laissait constamment dans le transat. Donc c'est un petit garçon qui n'a pas crapahuté, il n'a pas vraiment rampé, il n'a pas fait de quatre pattes, etc. Et du coup, aujourd'hui, ça donnait beaucoup d'inhibition, beaucoup de peur d'aller vers les autres, etc. À partir du moment où les parents ont fait le bilan sur les réflexes, qu'on a vu les réflexes qui n'étaient pas intégrés et qu'ils ont commencé à faire les exercices régulièrement chez eux, moi j'ai vu au fil des séances un petit garçon qui voilà, s'imposer, se redresser, venait discuter, jouer avec moi, rigoler, etc. C'était plus du tout le même. Donc, c'est important de comprendre cette histoire, d'aller se renseigner là-dessus, de bien laisser son enfant prendre le temps de passer chaque étape, rouler sur le côté, ramper, faire du quatre pattes, et ne pas vouloir que notre enfant fasse les choses trop vite. Parce que sinon, il y a des connexions neuronales qui se mettent pas suffisamment bien en place, et après, ça posera des problèmes de concentration, des problèmes d'inhibition, je l'ai dit, peut-être même des problèmes sur l'écriture, la lenteur d'écriture, ça c'est le réflexe d'agrippement, etc. Donc ça, j'aimerais bien que tous les parents puissent se rendre compte de ça et de l'importance du corps,
le corps qui ensuite va avoir une importance sur le développement général et intellectuel notamment. Donc voilà, moi, c'est deux choses que j'aurais vraiment aimé savoir quand j'étais Je suis maman. très, très, très contente que tu abordes cette notion du corps qui est devenue pour moi centrale dans mon travail et dans mon accompagnement de coaching. Parce que c'est vrai que dans la parentalité et dans le développement en général, on met beaucoup notre attention sur l'accumulation des connaissances. Il faut que mon enfant soit bon à l'école, il faut qu'il sache des choses, ou une éducation qui est finalement beaucoup intellectuelle, en fait, d'apprendre les bonnes manières, d'apprendre des connaissances. Et là, tu nous parles des étapes du développement corporel. Et je pense qu'on a beaucoup mis le corps comme notre société pense au corps d'un point de vue santé. Il ne faut pas que le corps soit malade au niveau maladie. Et puis après, un peu comme après, c'est faut qu'il soit mince. Ça, c'est pour les femmes beaucoup. Il faut que le corps soit mince pour être aimé ou faut être bien habillé à la mode. Mais c'est un peu je sais pas comment dire, je pense qu'on n'a pas suffisamment mesuré l'importance de qu'est-ce que ça veut dire de vivre sa vie en étant pleinement incarné et en ayant justement, voilà, en étant aligné et en étant pleinement dans une relation fluide avec notre corps. Et donc, en effet, si dans notre éducation, il y a des étapes qui ont été sautées, il y a des étapes de notre développement corporel qui n'a pas été, on n'a pas pris le temps de le vivre, ça peut beaucoup plus influencer notre vie qu'on le pense. Je trouve ça passionnant. Absolument. Et d'autre part, par exemple, tu vois, sur la question des émotions, on pense les émotions de façon intellectuelle. Et alors que moi, je fais vraiment travailler les patients sur où est-ce que ça se situe dans votre corps? Est-ce que c'est un nœud dans votre gorge? Est-ce que c'est l'estomac qui se resserre? Est-ce que vous avez des tensions à un endroit? Ça fait des crépitements, c'est chaud, c'est froid. D'aller vers les sensations corporelles pour comprendre que ces sensations corporelles sont des signaux de l'émotion qui est en train d'arriver. Et ça, on ne décrypte pas, alors que notre corps, c'est une antenne à sensations et il sait déjà avant notre tête. Souvent, il a déjà l'information avant. Donc, c'est vrai que, voilà, nous, en psychopédagogie positive, on est sur une approche tête, cœur, corps, et on a toujours, et presque corps, cœur, tête, parce qu'on a toujours dit que c'était très important. Il n'y en a pas un qui est à délaisser. Or, on est dans une société où on a beaucoup, beaucoup valorisé l'intelligence, la pensée, etc. Et on a mis de côté les émotions comme étant encombrantes et le corps aussi comme étant encombrant. Il doit juste être un outil à notre service. Voilà. Et ça ne suffit pas. Le corps, notre corps, voilà, par exemple, écrire avec un crayon, un stylo, ce mouvement-là, c'est un prolongement de la pensée, c'est important. Marcher, ça nous aide à réfléchir, etc. Donc, de prendre en compte ce corps comme n'étant pas juste un véhicule de notre cerveau qui transporterait notre cerveau d'un point à un autre, mais vraiment comme étant une part essentielle, eh bien, ça permet de comprendre la globalité. Et pour nos enfants, c'est pareil du coup. Donc ces réflexes archaïques sont très importants. La question des émotions et de savoir que ces émotions-là, non, on ne peut pas les gérer comme ça il y a 3 ans ou 4 ans et qu'il faut arrêter de dire pourquoi tu es en colère, pourquoi tu pleures, parce que si notre enfant le savait, il nous le dirait. Sauf que très souvent, il ne le sait pas. Donc, arrêtons de dire pourquoi, mais disons, je vois que tu es triste. Donc, ça permet de libérer la parole. Donc, c'est une autre approche, vraiment une approche où on va observer son enfant, apprendre au fur et à mesure à le découvrir. Et puis, voilà, plutôt que de projeter sur lui des choses et de penser qu'il est là pour nous ennuyer ou qu'il nous en veut personnellement. Un enfant, ce qu'il aime, il aime être avec ses parents, il aime qu'on l'aime. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, Isabelle, on arrive à la fin de cet épisode. On pourrait parler des heures. Évidemment, j'invite les auditeurs à lire ton livre, J'élève mon enfant du mieux que je peux, et c'est déjà bien, paru aux éditions Erol. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un thème dont on n'aurait pas encore parlé, qui te semblerait super important à partager avec nos auditeurs avant de conclure? C'est la question, on l'a un tout petit peu abordé, mais moi, vraiment,
pensez à mettre de la joie dans votre quotidien, inventez des petites choses. Voilà, j'ai quelqu'un que je connais bien qui organise des petits pique-niques dans son salon, dans le salon de son appartement avec ses enfants. Donc, ils se mettent tous en maillot de bain, même en hiver. Et ils font un petit pique-nique, ils mettent une nappe, etc. Je trouve ça tellement joli, c'est tellement joyeux. Donc, trouvons des petits trucs pour mettre de la joie dans notre quotidien de parents et dans le quotidien de nos enfants. Parce que ça, ils s'en souviendront très longtemps. Et puis, nous aussi. Donc, je pense que c'est vraiment à entretenir au-delà des contraintes du quotidien. Tout le monde a des contraintes. Donc, essayons de ne pas nous faire rattraper par ces contraintes-là, mais de les alléger avec de la joie, avec de l'humour, etc. J'utilise souvent la tagline, une phrase qui m'aide beaucoup, c'est en anglais, c'est work better, play harder. Et ça veut dire travailler mieux, s'amuser encore plus. Et je trouve ça chouette. Alors, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, ils peuvent me retrouver sur le réseau de la Fabrique à Bonheur. On a une jolie newsletter qui donne des bons conseils, là, surtout pour les parents qui sont fatigués. Là, en ce moment, il y a des parents qui sont fatigués avec les histoires de Covid. Donc, la prochaine newsletter, elle sera là-dessus. Donc, voilà, c'est une newsletter qui paraît... Donc, c'est lafabriqueabonheur.com. Voilà, et là, ils pourront s'inscrire. Et puis, on a un joli Instagram. Et moi, j'ai mon Instagram... Voilà, j'ai mon Instagram perso. Donc, le Instagram de Isabelle Payot et le Instagram de la Fabrique à Bonheur. Exactement. Super. Ben, écoute, formidable. Merci beaucoup, Isabelle. Merci infiniment à toi. Ça m'a fait très plaisir cet entretien avec toi. Je te remercie. C'était passionnant et extrêmement bienveillant. Merci beaucoup. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.